Imaginez que vous puissiez voir l'histoire de l'univers défiler devant vos yeux. Voir la Terre évoluer au fil des millénaires. Je me sens parfaitement à l'aise à l'échelle du milliard d'années. Quelqu'un d'autre pourrait trouver ça effrayant. La roche! On a atteint la roche! Hurrah! Nous sommes aujourd'hui en mesure de suivre le déroulement de ces changements à différentes échelles de temps. De l'espace d'une journée jusqu'à des millions, voire des milliards d'années. Nous vivons dans un continuum temporel, et le problème c'est de comprendre comment les pièces s'assemblent. Pour pouvoir étudier l'ère glaciaire, c'est difficile à croire, mais c'est vrai. Il faut savoir comment les nuages changent d'un jour à l'autre. Pour les scientifiques, chaque échelle de temps est une nouvelle fenêtre ouverte sur le monde. Partez avec nous pour un incroyable voyage à travers le temps. Un jour comme un autre sur la planète Terre. On se réveille chaque matin, on s'endort chaque soir. Pourquoi? Parce que le soleil se lève et se couche tous les jours. Quand vous regardez par la fenêtre, tout vous semble permanent. Vous voyez les arbres, le ciel, et vous avez l'impression qu'ils seront toujours là. Pourtant, notre monde ne cesse de changer, à des échelles de temps que nous ne pouvons qu'imaginer. Depuis le cycle terrestre du climat et des saisons, celui du système solaire, avec la naissance et la mort des étoiles et des planètes, et jusqu'au cycle de l'univers tout entier. La Terre existe dans toutes les grandeurs de temps et d'espace, du moléculaire à l'intergalactique. Impossible de comprendre comment il fonctionne si on n'est pas capable de jongler avec différentes échelles de temps. La plupart des phénomènes qui surviennent chaque jour autour de nous se produisent trop vite ou trop lentement pour que nous puissions les percevoir. Mais imaginez que vous puissiez suivre en accéléré les différentes phases de la Lune. La pousse des feuilles au printemps. Ou la formation d'un glacier lors d'une nouvelle ère glaciaire. Aujourd'hui, de nouvelles technologies permettent aux scientifiques de mieux comprendre les forces qui transforment notre monde à des échelles de temps qui défient l'entendement. La science a pour mission de poser des questions qui transcendent le cadre de nos vies personnelles. Parfois à des échelles de temps qui nous sont très peu familières. La science modifie notre perspective. La ronde des saisons. Les différentes aires glaciaires. Et la dérive des continents. Tous ces phénomènes sont liés à des événements qui se produisent ici et maintenant. « 2h30 du matin. Un cyclone de catégorie 3 vient d'atteindre la côte. Chaque seconde semble durer une éternité. Il laisse derrière lui un sillage de destruction de plus de 150 km de large. En quelques minutes, l'énergie libérée est équivalente à celle d'une bombe nucléaire. À l'aube, la tempête s'éloigne vers le nord en perdant de sa vigueur. Les dégâts sont estimés à plus de 4 milliards de dollars. Quelles forces obscures ont déchaîné ce monstre? Ce n'est pas au plus fort de la tempête que les scientifiques peuvent trouver la réponse. Ils doivent envisager une échelle de temps plus grande, de l'ordre de la journée. La Terre met 24 heures pour effectuer une rotation complète sur elle-même. C'est l'échelle de temps qui nous est sans doute la plus familière. Au Centre national des ouragans, à Miami, les météorologues voient le monde à l'échelle de la journée.
Aujourd'hui, Rick Knabb surveille une zone de basse pression loin à l'est, appelée une onde. Les vents ont forci jusqu'à atteindre le niveau d'une tempête tropicale. Quand ça atteint ce stade, on leur donne un nom. Celle-ci, c'est Rita. Septembre 2005. Rita progresse vers l'ouest en direction d'une immense étendue d'eau relativement chaude, le carburant qui alimente les ouragans. Le 13e jour, ses vents dépassent 160 km/h. C'est un cyclone de catégorie 2, juste au sud de Key West, qui s'apprête à pénétrer dans le golfe du Mexique. À chaque fois qu'il y a un cyclone dans le golfe du Mexique, il n'a nulle part où aller, sauf la terre. 3 millions de personnes ont été évacuées avant la tempête grâce aux avis émis par le Centre national des ouragans. Rita n'est que l'un de la vingtaine de cyclones atlantiques survenus au cours de la saison 2005. Une saison qui par convention s'étend de juin à novembre et qui cette année-là a battu tous les records. Quels facteurs rendent cette période de l'année aussi explosive? Impossible pour les scientifiques de le savoir à partir d'un seul cyclone ou même d'une seule saison. Ils doivent voir les choses sur une échelle de temps plus grande, de l'ordre de la décennie. Le passage des saisons est riche en changements. Chaque année, les forêts reverdissent, prennent leur couleur d'automne, puis s'endorment sous la neige jusqu'à ce qu'un nouveau cycle recommence. Après un incendie, il faut une dizaine d'années pour qu'une forêt se reconstitue dans son intégralité. Depuis plusieurs décennies, on utilise les satellites pour surveiller l'évolution de la Terre année après année. Ce que nous essayons de faire à la NASA, c'est comprendre comment la Terre évolue et l'impact que cela exerce sur la vie. En la regardant depuis l'espace, nous découvrons des choses que nous n'avions jamais vues. Grâce aux satellites en basse orbite, les scientifiques peuvent à présent suivre les évolutions de la température et du climat à travers le globe et voir comment les températures de surface se modifient à l'échelle des océans. Et ils peuvent observer l'impact de ces changements sur la croissance du plancton dans la mer et de la végétation sur Terre. On condense ces données sur une échelle de temps plus courte pour pouvoir les observer à notre échelle humaine. Il me serait très difficile de rester assise pendant 10 ans à regarder changer la Terre. Pour visualiser une décennie, il faut les bons outils et une tournure d'esprit différente. Les changements qui s'étendent sur des décennies sont difficiles à appréhender, parce que ce sont des durées très longues. Mais ces changements, bien qu'infimes, sont d'une importance cruciale pour le système climatique et ses effets sur nous. Tom Delworth ne vit pas dans la même échelle de temps que la plupart d'entre nous. En passant devant un certain feu rouge, je pourrais vous dire que c'est là que j'ai eu l'idée d'un article que j'ai écrit 6 mois plus tard. Les scientifiques sont des gens qui ont tendance à vivre dans leur tête. Pour moi, l'étude du système climatique est une passion. Ce chercheur étudie des phénomènes qui couvrent des dizaines d'années. Le système climatique est très complexe, c'est facile de s'y perdre. Pour voir comment le climat évolue sur de longues périodes, il crée des modèles informatiques. Le mieux, c'est de penser aux problèmes de manière visuelle. Pour cela, nous créons des modèles informatiques. Il y a des quantités d'expériences que nous pouvons mener sur notre planète Terre virtuelle. Ce que nous étudions, c'est la façon dont l'Atlantique change d'une décennie à l'autre. Tom Delworth veut savoir quels sont les facteurs qui influent sur la saison cyclonique. Il rentre un ensemble de paramètres dans son modèle informatique et regarde ce qui se passe. Différents facteurs interviennent. La température, la salinité, les changements de l'activité volcanique ou de l'activité humaine, l'augmentation des gaz à effet de serre, la manière dont les nuages se forment et renvoient la lumière du soleil dans l'espace. Son Atlantique virtuel obéit à un schéma qui intègre ces différents éléments. Il fluctue de décennie en décennie, devenant tour à tour plus ou moins chaud, plus ou moins sujet aux ouragans. Et le modèle correspond à la réalité. Les saisons cycloniques se présentent sous forme de cycles. Chaque ligne représente le trajet d'un cyclone. Dans les années 50, les saisons étaient intenses. Au milieu des années 80, elles se sont calmées. Et aujourd'hui, elles reprennent de la vigueur. Tous les 20 à 40 ans, la tendance s'inverse. C'est un peu comme le va-et-vient d'un pendule. On a quelques décennies qui sont chaudes, puis quelques décennies qui sont froides.
Et on pense que ça a un lien avec la multiplication des cyclones depuis le début des années 90. Mais pourquoi? Pour le savoir, Delworth et ses collègues ont besoin de données supplémentaires. En effet, les phénomènes qui pourraient être à l'origine du cycle des ouragans se déroulent à une échelle de temps plus grande, de l'ordre du siècle. Sur une période de 100 ans, on voit la Terre se transformer. Le martèlement incessant des vagues sculpte les côtes. Au cours de la dernière ère glaciaire, en l'espace de 15 siècles, le volume des glaces a diminué et la Grande-Bretagne s'est détachée de l'Europe. Sur plusieurs siècles, les océans aussi connaissent des changements déterminants. Leurs eaux circulent en suivant de grandes boucles. C'est ce qu'on appelle le tapis roulant océanique. Les courants chauds venus des tropiques se déplacent jusqu'au nord de l'Arctique. En chemin, ils donnent à l'Europe du Nord son climat relativement tempéré. Ce qui anime le système ? Dans l'Atlantique Nord, l'eau devient plus froide et l'évaporation accroît la concentration en sel. Cela rend l'eau plus lourde. En s'enfonçant, elle agit comme une gigantesque manivelle qui actionne le tapis roulant. Pour que les eaux de tous les océans fassent un circuit complet, il faut des centaines d'années. Mais les scientifiques ont découvert que le tapis ne se déplace pas toujours à la même vitesse. Cela pourrait expliquer ce qui déclenche en définitive les ouragans. Quand le tapis roulant tourne rapidement, il fait très chaud dans l'Atlantique. Et cette eau plus chaude est davantage propice aux ouragans. Le cycle des ouragans pourrait dépendre des variations de vitesse du tapis roulant et de l'interaction de facteurs que nous ne pouvons pas voir. Quand on est à la plage, on voit les vagues de surface qui se forment sur une durée d'une dizaine de secondes. Et on a l'habitude des marées qui surviennent à l'échelle de la journée. L'océan a tout un éventail d'échelles de temps, de quelques secondes à des centaines d'années. Les variations de vitesse du tapis roulant peuvent avoir un impact énorme sur le climat. Mais comment observer des évolutions qui couvrent plusieurs siècles ? Ok, on peut y aller. Breck Owens, de l'Institut océanographique Woods Hole, a trouvé une solution astucieuse. Tu le tiens? Oui. Le planeur sous-marin est un appareil qui glisse dans l'eau, un peu comme un planeur glisse dans l'air. Ça a l'air bien. Il effectue différentes mesures dans l'océan où il peut rester pendant 4 à 6 mois. Prêt? Connecte-le. Ok, on l'initialise. Cette fois-ci, on prévoit un parcours de 3000 km. C'est bon, on sait où on est. Parfait. C'est toujours bien de partir du bon endroit. J'y suis très attaché. Je me rends compte que j'en parle comme d'un enfant qui part et dont j'espère qu'il va faire bon voyage. Le Spray Glider va parcourir l'Atlantique en mesurant la température, la salinité, la vitesse des courants et d'autres données. Il a été conçu selon un système ingénieux. Une batterie déplace un poids, ce qui modifie la flottabilité du planeur qui tour à tour s'enfonce, puis remonte. Ainsi, avec un minimum d'énergie, il peut parcourir des milliers de kilomètres. Toutes les 6 heures, il transmet ses données par satellite à Breck Owens qui en retour lui renvoie des instructions pour qu'il garde le cap. Pour le scientifique, c'est comme un jeu. Je ne peux pas résister au plaisir d'ouvrir mon navigateur pour voir ce qui se passe et à quoi ressemblent les données. Ma femme a fini par s'y faire. Avec le temps, Owens espère déployer toute une flotte de planeurs pour surveiller l'océan. Mais aujourd'hui, le temps justement n'est pas de son côté. Tu crois que ce méandre va nous poser des problèmes? Oui, j'en ai bien peur. Ça fait 4 mois que le Spray Glider est en mer et il a été pris dans un grand tourbillon. Il a été entraîné en plein dedans. On a essayé de l'en sortir, mais rien à faire. Il faut attendre. Espérons que les batteries tiendront. Espérons. C'est tout ce qu'on peut faire.
Le Spray Glider n'a plus qu'une semaine d'autonomie. Il reste un espoir, un bateau de recherche qui s'apprête à prendre la mer. Si l'Océanus croise le Spray Glider, il pourra peut-être le récupérer. Donc voici ce qu'on fait maintenant, c'est le premier essai. Et une fois que... À la tête de la mission, Russ Curry, également de l'Institut océanographique Woods Hole. Donc toutes les 2 semaines. C'est super, ça va coïncider avec les mesures qu'on fait le long de la ligne W. On y va justement la semaine prochaine pour récupérer toutes les amarres et on a vraiment hâte de voir ça. Et récupérer mon planeur, j'espère. J'étudie l'ensemble de la colonne d'eau, les propriétés des eaux océaniques et leurs modifications au fil du temps. Russ Curry analyse une multitude de données pour tenter de dégager des schémas dans l'évolution des océans. En adoptant des échelles de temps plus longues, on constate des changements plus importants. Elle s'intéresse notamment au réchauffement planétaire et plus précisément à son impact dans l'Atlantique Nord, l'endroit clé où les courants s'enfoncent et actionnent le tapis roulant. Les données qu'elle recueille à bord de l'Océanus l'aident à mieux cerner ces phénomènes. Aujourd'hui, la récolte est d'un autre genre. Elle a récupéré le Spray Glider. Il va pouvoir reprendre son périple sous-marin pour aider les scientifiques à comprendre le climat constamment changeant de la Terre. Les 20 000 dernières années ont été dominées d'abord par une ère glaciaire. Puis on est sorti de cette ère glaciaire pour entrer dans 10 000 ans de climat relativement stable. Aujourd'hui, nous avons devant nous un tout autre scénario. L'atmosphère est très différente. Nous y avons relâché beaucoup de gaz à effet de serre et en réalité, nous ne savons pas vraiment comment le système va réagir. Qu'est-ce qui peut provoquer un changement radical dans le climat au point d'entraîner une ère glaciaire? Pour le savoir, il faut passer à une échelle de temps encore plus grande, de l'ordre du millénaire. Afin d'étudier le climat sur plusieurs millénaires, les scientifiques cherchent des indices dans la composition chimique des très vieux glaciers. C'est la raison pour laquelle ces chercheurs sont venus jusqu'au mont Coropuna, dans les Andes péruviennes. Ils ont pris la peine d'acheminer 6 tonnes de matériel de forage à plus de 6400 mètres d'altitude. Pourquoi ? Parce que les tropiques sont la dynamo du climat de la planète. Plus on creuse profond, plus on remonte loin dans le temps. À cette profondeur, les couches deviennent si minces qu'il est difficile de les discerner. Elles sont en moyenne de 1,2 cm par an, ce qui fait 80 ans sur 1 mètre de long. Après 8 semaines de forage, la mission touche à sa fin. La roche! On a atteint la roche! On ne peut pas creuser plus loin. Hurrah! À présent, il va leur falloir redescendre 200 mètres de précieuses carottes. On descend à travers la forêt tropicale en les conservant gelées jusqu'à ce qu'elles arrivent ici, dans notre chambre froide. C'est ici qu'on les stocke comme des archives à moins 30 degrés, jusqu'à ce qu'on soit prêt à les examiner en laboratoire. L'Himalaya, le Kilimandjaro, les Andes, dans leur chambre froide de l'Ohio, Lonnie Thompson et son équipe ont rassemblé des carottes prélevées sur les principaux sommets tropicaux. C'est ici que la glace livre ses secrets. La composition chimique de chaque section apporte des données sur le climat de l'époque correspondante. Mais en datant la glace au carbone, Thompson se heurte à un mystère. La dernière ère glaciaire a commencé il y a environ 100 000 ans. Une date qui a été établie grâce à l'étude de la glace polaire. Thomson pensait donc que la partie la plus profonde de ces carottes s'était formée à ce moment-là. Mais ce n'est pas le cas. On a des carottes extraites à différentes latitudes, et la plus ancienne ne date que de 25 000 ans. On s'attendait à ce qu'elle soit beaucoup plus vieille. Il y a des moments en science où vous remettez en question tout ce que vous croyez savoir. Si la dernière ère glaciaire remonte à 100 000 ans, pourquoi n'a-t-on pas trouvé de traces de glace datant de cette époque à ces latitudes? La réponse est liée à la rotation de la Terre. Comme l'axe d'une toupie qui tourne,
l'axe de la Terre se déplace lentement en décrivant un cercle. Il accomplit un cycle tous les 23 000 ans. Cela modifie l'orientation du globe par rapport à la chaleur du Soleil et donc l'endroit où tombent les précipitations. Lorsque l'axe se déplace, la ceinture des pluies se déplace du nord vers le sud et les tropiques. Selon le déplacement de l'axe, la ceinture des pluies monte ou descend, modifiant le schéma mondial des précipitations. Un glacier a besoin de deux choses, du froid et de l'eau. Il faut qu'il pleuve pour produire la neige qui forme un glacier. Or, il s'avère que pendant la dernière ère glaciaire, les tropiques étaient inhabituellement secs. Mais le changement d'orientation de l'axe n'est qu'un élément de la danse très élaborée qu'effectue la Terre autour du Soleil. Notre planète s'incline aussi, suivant un angle qui change tous les 41 000 ans. Dans le même temps, son orbite se modifie, passant du cercle à l'ovale, et ce cycle-là dure 100 000 ans. C'est l'association de ces trois cycles qui détermine le climat. Parfois, ils s'amplifient les uns les autres, parfois, ils s'annulent les uns les autres. Quand la danse de la Terre correspond à une configuration bien précise, rien ne peut arrêter le froid. C'est cela qui déclenche une ère glaciaire. Les aires glaciaires sont comme les battements du cœur de la Terre. Quand je regarde une carotte, je vois une histoire, je vois les archives de notre passé, une façon de se promener dans le temps. Thomson se sert de ces précieux échantillons pour comprendre la dernière ère glaciaire. Mais les aires glaciaires ont été nombreuses et pour les comprendre toutes, il faut un autre marqueur. Un marqueur qui couvre des millions d'années. Penser à l'être humain d'un point de vue géologique est très déroutant. Notre espèce existe depuis 70 000 ans, mais à l'échelle des temps géologiques, ça équivaut à une seconde. Ces chercheurs s'efforcent de comprendre le cycle climatique sur une échelle colossale. Et pour cela, ils vont chercher des indices au fond de l'océan. Quand j'étais jeune, je me disais que plus tard j'aimerais faire un métier où on me paie et où j'ai l'impression d'être en vacances. On est à 12 km au large de Porto Rico. On plonge pour ramasser des forames. Les forames, ou foraminifères, font partie du plancton. Ce sont des organismes microscopiques, de la taille d'une tête d'épingle. Quand ils s'amassent en quantité suffisante pendant suffisamment de temps, ils deviennent un composant essentiel de la croûte terrestre. En mourant, ils tombent et vont tapisser le plancher océanique. Plus ils se trouvent en profondeur, plus ils sont vieux. Imaginez une couche de 2,5 cm par millénaire, pendant 1 million, 10 millions, 100 millions d'années. Accumulée au fond de l'océan, il y a des kilomètres de carbonate de calcium provenant de ces microscopiques squelettes. Regardez ces falaises derrière nous. Elles ont été créées par des organismes comme les coraux et les foraminifères, dont les squelettes se sont accumulés couche après couche. Le squelette des foraminifères est appelé test. Il porte la signature chimique de son époque. Le test contient des renseignements sur l'environnement dans lequel ils vivaient. La microchimie du test renferme des informations. Les foraminifères conservent la trace de l'histoire de la Terre sur des centaines de millions d'années. Comme avec les carottes glaciaires, les géologues se servent de leurs tests pour reconstituer les cycles climatiques. On étudie les foraminifères fossiles qui vivaient il y a des centaines de milliers, voire des millions d'années. En extrayant les informations chimiques contenues dans leurs tests, on peut reconstituer ce à quoi ressemblait l'océan autrefois. Mais les foraminifères ne sont pas des observateurs neutres. S'ils aident les scientifiques à comprendre les évolutions à long terme, ils jouent eux-mêmes un rôle dans l'apparition de ces évolutions. Chacun de ces minuscules organismes est composé de l'élément vital de la Terre, le carbone, qui accomplit un incroyable cycle.
Le carbone descend à travers l'atmosphère sous forme de dioxyde de carbone. Là, il est absorbé par les foraminifères et d'innombrables autres organismes. En mourant, ceux-ci forment des couches de carbone qui s'intègrent à la boue et à la roche. Les plaques terrestres sont donc imprégnées de carbone. Lorsqu'elles se déplacent, la pression augmente, chauffant la roche. Le carbone repasse alors à l'état gazeux et est libéré dans l'atmosphère à la faveur des éruptions volcaniques. La Terre géologique et la Terre biologique sont deux systèmes étroitement liés. Les grandes évolutions qui se produisent sur des millions d'années seraient impossibles sans les organismes qui influent sur la chimie des sols. Qu'est-ce qui provoque le mouvement des plaques terrestres, entraînant le rejet du carbone dans l'atmosphère? Les foraminifères ne peuvent pas nous renseigner sur ce point. Pour mieux comprendre, il faut creuser plus profond et adopter une échelle de temps encore plus grande, de l'ordre de la centaine de millions d'années. Au cours des dernières centaines de millions d'années, les continents que nous connaissons aujourd'hui se sont déplacés comme un puzzle à la surface de la Terre. Harold Tobin veut savoir quelles sont les forces qui déplacent les continents. Il faut ouvrir les yeux sur ce qui se trouve autour de nous. Quand on regarde une montagne, on se rend compte qu'elle est le résultat de toute une série de phénomènes géologiques qui se produisent sur de très longues durées. Pour étudier ces phénomènes, Tobin a rejoint un navire océanographique au sud-ouest du Japon, dans une région où le déplacement des plaques continentales déclenche de nombreux séismes. Le Chikyu est un navire de forage destiné exclusivement aux recherches scientifiques. Il est unique en son genre. Il va nous permettre de creuser dans la croûte terrestre jusqu'à des profondeurs qui n'ont encore jamais été atteintes. Tobin et son équipe vont pouvoir creuser 3 fois plus profondément qu'aucune équipe avant eux. Nous sommes venus chercher des informations. Nous prélevons des échantillons dans les zones de faille pour récupérer le matériau qui remonte lors des séismes. Et en même temps, on fait descendre dans le puits des capteurs pour mesurer ce qui provoque ces séismes. Le trépan s'enfonce à travers 1500 mètres d'eau. Une fois au fond, il va forer un puits dans le plancher océanique. Un système appelé riser permet de faire remonter les sédiments jusqu'à la surface pour les analyser. Le Chikyu va creuser à 6000 mètres de profondeur dans la croûte terrestre et atteindre ainsi l'endroit où les plaques entrent en collision. Après la collecte des échantillons, on passe à la phase d'analyse. Nous disposons d'instruments embarqués pour faire les mesures dont nous avons besoin. Un premier échantillonnage de certaines carottes a été fait en mer. Ce sont des matériaux prélevés au large du Japon. Et là, nous sommes venus à bord pour mener à bien l'analyse en laboratoire. Harold Tobin n'est pas uniquement à la recherche de roches. Quand on parle de la croûte et du manteau terrestre, on pense à des roches lourdes, des matériaux très denses. Mais selon lui, ce sont 2 éléments parmi les plus légers qui pourraient être à l'origine des séismes. L'hydrogène et l'oxygène qui, combinés, forment l'eau, H2O. L'eau fait partie intégrante de la structure cristalline de la roche. Ces éléments légers sont des éléments volatiles. L'eau sert de catalyseur au processus. Voilà donc ce que Tobin espère trouver dans les échantillons qu'il est venu chercher. Selon lui, la cause des tremblements de terre, c'est l'eau. C'est elle qui rend les minéraux instables et provoque le mouvement des plaques tectoniques. Quand la Terre était jeune, elle était constituée d'un mélange d'éléments répartis de façon homogène. Mais la plupart des éléments lourds, les métaux, se sont peu à peu enfoncés dans le noyau. Sous l'effet de leur propre gravité et de la désintégration radioactive, ils ont atteint une température de plusieurs millions de degrés. La chaleur est montée jusqu'aux éléments plus légers, remuant les minéraux situés sous les plaques. Le manteau terrestre est devenu un chaudron. La tectonique des plaques, c'est quand on remue le contenu du chaudron, quand on remélange tous ces éléments. Vous mettez un ragoût à chauffer, le contenu remonte et se met à bouillonner. C'est ce qui se passe dans le manteau terrestre, mais à un rythme très très lent.
Mais d'où la Terre tire-t-elle cette combinaison spécifique d'éléments chimiques qui chauffent le chaudron? Aucun forage ne pourra nous le dire. Il faut chercher la réponse au-delà de notre planète à une échelle de temps plus grande encore. De l'ordre du milliard d'années. Je me sens parfaitement à l'aise à l'échelle du milliard d'années. C'est là que je vis. En février 1999, la sonde spatiale Stardust est partie à la rencontre d'un visiteur venu du plus profond de l'espace. Après avoir parcouru 3 milliards de kilomètres, elle s'est approchée de sa cible, Wild 2, une comète en provenance des confins du système solaire. La mission de Stardust, recueillir quelques-unes des particules laissées par la comète dans son sillage. Ce que nous apprendrons de ces échantillons viendra s'ajouter à ce que nous avons déjà appris grâce à d'autres particules récupérées dans l'espace, comme ce grain de poussière. Son histoire est celle de notre système solaire. Il a été créé dans le nuage de vapeur éjecté lors d'une explosion d'une étoile en supernova. C'est peut-être un morceau de l'étoile qui a explosé pour donner naissance au système solaire. Quand on voit ça, on a l'impression d'un condensé de supernova. Dès que je l'ai vu, j'ai su que c'était inhabituel. Je n'avais encore jamais rien vu de tel. Grâce à la composition chimique de ce grain de poussière, on sait désormais que chaque étoile est une usine à éléments. Les étoiles prennent des éléments légers comme l'hydrogène et l'hélium et les fusionnent par des réactions nucléaires pour créer des atomes plus lourds, jusqu'à ce qu'ils se forment du fer et que le carburant vienne à manquer. Alors le cœur s'effondre et l'étoile explose. Les éléments nouvellement formés se dispersent à travers l'immensité de l'espace. À des années-lumière de là, ils atteignent un nuage qui est en train de se muer lentement en un disque, le disque qui finira par former notre système solaire. Dans la sphère qui va devenir la Terre, un mélange choisi d'éléments s'assemble. Ce sont eux qui donneront à notre planète ses propriétés particulières. Je vois la Terre comme une minuscule boule de roche et de métal qui tourne autour d'une étoile banale. Les étoiles vivent et meurent, elles s'évaporent en poussière, et cette poussière forme d'autres étoiles. C'est un cycle cosmique qui se poursuivra pendant 100 milliards d'années. Comment se terminera ce cycle? Cette question nous amène à considérer l'espace de temps le plus long que nous connaissions. Alex Filippenko est astronome. Ses recherches le conduisent au sommet d'un volcan, à la recherche du commencement même du temps. L'univers a environ 14 milliards d'années, c'est-à-dire 14 000 millions d'années. Il est très très vieux. Mais il a un début. Il est né à un instant fini du passé. Ce qu'on voudrait comprendre, c'est s'il va continuer à exister à l'infini. Quel est le cycle de vie du cosmos? Pour tenter d'en savoir plus, Filippenko est allé à Hawaï où se trouve le télescope le plus puissant du monde, l'observatoire de Keck. Depuis près d'un siècle, on sait que l'univers est en expansion. Les galaxies s'éloignent de nous. Mais vont-elles un jour céder à l'attraction gravitationnelle? Cette force, telle un élastique trop tendu, va-t-elle les ramener de nouveau vers nous? Pour le savoir, Filippenko mesure la vitesse de galaxies situées à des milliards d'années-lumière pour voir comment l'expansion de l'univers a évolué au fil du temps. Il espère ainsi comprendre le comportement du cosmos à l'échelle de temps la plus grande de toutes, l'éternité. Même pour l'objet le plus lumineux, l'analyse n'a presque rien donné. L'attente est parfois longue. Allez, on y va, Chuck Heider. Avec tous ces nuages, inutile d'observer le champ profond de Hubble. On ne verra pas de décalage vers le rouge, ni même la moitié d'une supernova dans ces conditions. Ce qui m'ennuie, c'est ce nuage ici. Malheureusement, il y a des nuages qui passent au-dessus de l'observatoire et nous empêchent de voir les supernovae qui se trouvent à des milliards d'années-lumière, parce qu'elles sont très très peu lumineuses.
Pour Filipenko, les supernovae issues de l'explosion de naines blanches servent à mesurer les distances dans l'espace. Les supernovae de type 1A ont toutes la même luminosité intrinsèque. Elles sont comme une lampe de poche. En mesurant leur luminosité observée et en la comparant à leur luminosité connue, on peut en déduire leur distance. Moins la supernova est lumineuse, plus la galaxie qui la contient est éloignée. Mais pour calculer le taux d'expansion, il faut aussi déterminer à quelle vitesse cette galaxie se déplace. On regarde comment sa lumière évolue, soit vers des couleurs plus rouges si elle s'éloigne de nous, soit vers des couleurs plus bleues si elle se rapproche. Les plus grandes ondulations ont disparu. J'ai l'impression que les nuages se sont un peu dissipés, mais l'observation risque d'être difficile. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est faisable. Bon, guidage désactivé. Parfois, une occasion se présente. Je pense qu'on peut espérer observer une supernova située à 6, 7 ou 8 milliards d'années-lumière. J'ai du mal à distinguer un continuum. Il y en a un petit ici. En plissant les yeux, on l'aperçoit. Et enfin, Ah, ça y est. Regarde-moi ça. Super. Filipenko a ainsi observé une supernova située à 6 milliards d'années-lumière. Or, sa lumière était décalée vers le rouge. Cela ne pouvait vouloir dire qu'une chose, l'expansion de l'univers ne ralentit pas. Bien au contraire, elle s'accélère. C'était une grosse surprise. Personne ne s'y attendait. Nous sommes dans une nouvelle phase d'expansion de l'univers. Au départ, l'univers était un minuscule point de matière. On ne sait pas comment il est apparu, mais c'était comme un petit point. Et puis, en un clin d'œil, il a commencé à se gonfler très très vite, comme un ballon. Puis, il y a 4 ou 5 milliards d'années, une nouvelle forme d'énergie répulsive s'est mise en marche et a accéléré son expansion, le faisant grandir de plus en plus. Et cette expansion continue de s'accélérer. Mais pourquoi? Quelle force pourrait pousser l'univers à se dilater pendant des milliards d'années? Il pourrait s'agir d'une série de phénomènes subatomiques survenant à l'échelle de temps la plus brève qu'on puisse imaginer. L'expansion de l'univers à une échelle de temps extrêmement longue, celle du milliard d'années, et plus tard du billion et du trillion d'années, pourrait être dictée par le comportement de la matière aux échelles de temps les plus courtes qui soient. C'est tout simplement extraordinaire. Qu'est-ce qui fait que le vent souffle aujourd'hui? Est-ce l'expansion des galaxies lointaines? La poussière cosmique qui a donné naissance à notre système solaire? La Terre qui bouillonne sous nos pieds? Ou le ciel changeant au-dessus de nos têtes? Pour le découvrir, les scientifiques surfent sur différentes échelles de temps. Considérer les choses sur une très longue durée me permet, en tant que scientifique, de voir comment ce que je fais s'intègre dans un champ beaucoup plus large. La science nous apprend à apprécier l'incommensurable, l'invisible, l'insondable. C'est pourquoi elle est si importante. Elle nous permet de prendre du recul et de voir quelle est notre place dans tout cela. C'est inscrit dans notre ADN, cette réflexion sur le temps. Entre les grands cycles du cosmos et les cycles quotidiens de la vie sur Terre, l'immensité du temps défie l'imagination. Mais ce n'est là que la moitié du tableau. Les échelles de temps s'étendent tout aussi loin dans l'autre sens. Une seconde renferme une infinité de mondes à découvrir, chacun plus court que le précédent, jusqu'à l'infinitésimal. C'est ce que nous découvrirons dans le deuxième volet des Explorateurs du temps.